Madame, vous allez juste laisser que je dise le petit speech d'introduction et puis on vous fait signe pour entrer. D'accord. Oui, je pars déjà. Moi, je monte déjà. Non, l'autre. Du Congo, on s'en rend toujours compte. Il y a beaucoup de parallèles, mais l'histoire ne se répète jamais à 100% et de la même manière. Et donc, on doit toujours garder cette flexibilité-là aussi, d'essayer de comprendre et d'avoir la curiosité, justement la curiosité que vous affichez, pour mieux comprendre pourquoi certaines choses se passent de la même manière et d'autres pas nécessairement. Je pense que nous sommes dans un contexte beaucoup plus complexe que ce n'était le cas en 2012, avec des enjeux beaucoup plus explicites et, on doit le dire très clairement, une posture du Rwanda aussi beaucoup plus belliqueuse que ce n'était le cas en 2012. Quand vous comparez juste l'envergure même de la violence, l'envergure de l'agression militaire, l'envergure des déplacements, nous sommes dans un scénario similaire, mais loin de dire que nous sommes dans le même scénario. Donc on doit accepter quand même que le contexte a changé et que la posture des uns et des autres est devenue, disons-le, plus robuste. Ce qui veut dire évidemment que s'il y a une plus grande agressivité, il y a aussi une plus grande résistance justement à respecter les injonctions du Conseil de sécurité. Mais, encore une fois, je suis aussi très contente du fait que nous ayons un instrument beaucoup plus robuste que ce n'était le cas en 2012 et nous avons une mobilisation aussi qui continue en crescendo. Nous avons des prises de parole beaucoup plus fermes, nous avons des sanctions qui se sont matérialisées et certes, on a l'impression qu'elles n'ont pas de répercussions parce que peut-être la communication des uns est un peu plus stratégique et peaufinée pour nous faire croire que ce qui est fait, tout d'abord, ce qui est fait est occidentale et que ça n'a aucun impact. Soyons très clairs, quand il s'agit d'une décision du Conseil de sécurité, il ne s'agit pas d'une décision d'un organe ou d'une institution occidentale. Nous sommes un membre à plein titre des Nations Unies, tout comme tous les 9 pays qui sont nos voisins. Les Nations Unies ne sont pas un instrument international. Et cette résolution, elle est passée avec le vote de 3 pays africains qui, eux, sont là pour représenter l'Afrique, tout comme la République démocratique du Congo a l'ambition de représenter le continent africain pendant sa mandature au Conseil de sécurité. Donc on doit quand même faire ce distinguo, mais comme vous le dites, contextualiser aussi les choses et nous avons, nous dirigeants, nous gouvernements congolais en particulier, avons la responsabilité justement de nous pencher avec plus de curiosité pour comprendre quelle est la différence entre le scénario actuel et le scénario d'avant. Et nous voyons que la posture des uns et des autres est beaucoup plus robuste, mais on doit se dire aussi les choses comme elles sont. La nôtre est aussi extrêmement robuste. Notre diplomatie est robuste et notre contre-attaque est aussi robuste. Et c'est tout à fait normal. Dans un conflit, on se mesure et on mesure l'adversaire et on fait monter les enchères. Et c'est pour cela que nous n'avons pas baissé les bras. Quand nous sommes allés la première fois à New York et on nous a dit peut-être qu'il y aura réunion, on a dit il y aura réunion. Il y a eu réunion. Et après la première, on a dit il y en aura encore une autre. Et après la troisième, on a dit et maintenant il faut qu'il y ait une résolution. Et ça aussi, c'est une donne qui est différente. Donc je pense qu'on doit le voir dans ce contexte-là, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut continuer à être curieux et mieux comprendre pourquoi il y a une telle résistance. Et nous faisons aussi notre travail démagogique d'expliquer aux uns et aux autres que la résolution du Conseil de sécurité ne remet pas du tout en question les décisions qui ont été prises au niveau de la région ou de la sous-région. En fait, elle vient pour les renforcer. Elle vient pour les renforcer avec plus de clarté. Elle vient pour les renforcer de manière plus explicite. Là où les uns disent les forces armées non invitées, le Conseil de sécurité le dit clairement, le Rwanda. Mais ce n'est pas une contradiction. C'est reprendre le langage de la sous-région et le rendre plus explicite. Et nous permettre, nous tous, à travers un diagnostic franc et clair, de prendre des actions, mais aussi d'être tenus responsables si nous ne tenons pas les actions ou n'exécutons pas les actions qui sont attendues de notre part. Le deuxième point par rapport à la situation de nos diplomates, je vous donne entièrement raison. Tout d'abord, c'est une situation qui est inacceptable pour nos diplomates. Elle a des répercussions évidemment sur le fonctionnement de notre diplomatie, mais tout d'abord, d'un point de vue humain, c'est une situation qui est inacceptable pour nos diplomates et leurs familles, donc leurs dépendants.
En même temps, c'est aussi une situation dont nous avons hérité. Un appareil complexe et lourd avec beaucoup de défis, si vous voulez, dans l'exécution de certaines décisions. Nous sommes en train de travailler justement là-dessus pour rendre et pour fluidifier la gestion de nos ressources humaines. Entre autres, pour éviter les délais qu'on a parfois pour décaisser des fonds de rapatriement, pour décaisser des fonds de déploiement ou même pour décaisser parfois les salaires. Pour moi, je l'ai dit toujours au personnel des affaires étrangères, ma première priorité, c'est de rompre ce cycle d'une paix trimestrielle. Pour moi, il est inacceptable en tant que ministre des Affaires étrangères que les équipes qui m'appuient, quand je vais à New York, quand je vais à Pékin, quand je vais à Lilongwe ou n'importe quelle partie du monde, que ces équipes-là ne soient payées que tous les 3 mois. Et parfois, justement, avec la lourdeur, ce qui devient 3 mois devient 4 mois, ce qui devient 4 mois, parfois 4 mois et demi. Donc nous voulons rompre ce cycle et nous allons, avec l'appui du ministère des Finances, aller vers une paix mensuelle. Deuxième diagnostic, c'est que la paix, elle tarde parfois parce que justement, il y a des transactions bancaires à faire et il y a toujours parfois une petite erreur qui se glisse et qui a des répercussions. Nous sommes aussi en train de travailler pour identifier des solutions qui vont nous permettre de munir nos diplomates de cartes de crédit pour leur permettre de recevoir de manière automatique et rapide, sans trop de transactions, leur paie immédiatement. Et donc, nous sommes dans une logique perpétuelle de diagnostic, de réflexion, d'innovation pour trouver des solutions aux conditions de vie qui sont parfois extrêmement difficiles et exigeantes pour nos diplomates, pour nous permettre de continuer. De 7sur7.cd. Madame la ministre, j'ai quelques questions. La première a trait à la rencontre de Doha. On ne l'a pas vu venir, on ne sait pas comment elle a été préparée, mais est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du processus de paix de Nairobi et de Luanda, on peut faire confiance à ces processus-là? La deuxième question, je voudrais vous faire réagir par rapport à un communiqué du 23 aujourd'hui qui annonce son retrait de Walikale en démontrant, selon ces mouvements rebelles, sa bonne foi de vouloir négocier, dialoguer avec le gouvernement. Comment réagissez-vous à cela? Et puis, une petite question, c'est par rapport à la perception que les Congolais ou certains Congolais ont de vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de Congolais qui ont salué ce que vous faites. On a lu sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont allés jusqu'à dire que vous devez être la première ministre, la prochaine première ministre. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réalisé ou d'avoir accompli votre mission à la tête de ces ministères? Merci. Merci. Alors, On a lu sur les réseaux sociaux, beaucoup sont allés jusqu'à dire que vous devez être la première ministre, la prochaine première ministre. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réalisé ou d'avoir accompli votre mission à la tête de ces ministères? Merci. Merci. Alors, je vais commencer avec la question de Doha, évidemment. Je comprends tout à fait que la rencontre ait suscité beaucoup d'étonnement et de surprise parce qu'en effet, elle n'était pas annoncée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas préparée. Je pense que ce qui est important, c'est que quand nous suivons ce qui s'est passé les dernières semaines, nous avons eu une séquence de rencontres de haut niveau, nous avons eu aussi une série d'engagements et de promesses de haut niveau, mais jamais vraiment le décantement de la situation qui se traduisait avec une cessation des hostilités. Or que, en tout cas pour nous, République démocratique du Congo, c'est la priorité sine qua non. Nous sommes en train de suivre de près, même si physiquement nous ne sommes pas là de près, la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, les conditions dans lesquelles nos concitoyens sont forcés de vivre. Et évidemment, cela ne nous laisse pas indifférents. Et donc, il faut voir la rencontre de Doha dans exactement ce même contexte. Une séquence d'efforts de haut niveau, une séquence de déclarations de haut niveau qui, dans certains cas, n'avait pas nécessairement abouti aux résultats escomptés. Et donc, Doha s'inscrit dans la continuité de ces efforts et je pense qu'il est important et louable de la part de la République de voir que de la part de la République démocratique du Congo, en particulier de la part du président de la République, que cet engagement pour la paix continue et que nous ne tournons pas le dos à une initiative quelconque qui pourrait nous aider à faire décanter la situation. Et c'est dans ce contexte-là que la rencontre de Doha s'est inscrite, mais comme vous le voyez aussi dans le communiqué,
en plein appui et dans une logique justement d'appui et de complémentarité aux autres efforts qui sont déjà menés, qui sont en cours et qui ont l'appui de l'Union africaine et même du Conseil de sécurité. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de singulaire ou de singulier plutôt et de séparer, si vous voulez, à cette dynamique de la quête continue vers une résolution du conflit et surtout vers une cessation d'abord des hostilités pour pouvoir se pencher sur les autres questions. Votre deuxième question par rapport au communiqué de presse ou à la déclaration du M23 parlant d'un retrait de la cité de Walikale. Écoutez, je pense que, encore une fois, nous sommes dans une logique où nous sommes tous mis à l'épreuve par rapport à ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de concessions, et ça je le dis surtout en tant que responsable au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons évidemment voir si le M23 va se retirer de Walikale et si le M23 s'inscrit donc dans une logique justement de privilégier le dialogue, de privilégier la paix et surtout de privilégier les vies humaines qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment fait état de considérations prioritaires. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes, mais en tout cas c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train de chercher la paix à travers le dialogue. Moi-même, j'ai participé pendant plus de 7 mois au processus de Luanda. Nous étions à Luanda le 14 décembre pour conclure les négociations d'un accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République était à Luanda le 15 décembre. Le président de la République était à toutes les rencontres internationales et régionales pour manifester sa disponibilité. C'est une disponibilité qui persiste et nous espérons que le M23 est maintenant épris aussi du même sentiment, surtout d'empathie vis-à-vis des populations civiles et qu'il va aussi maintenant faire suivre ou répondre à ces promesses, si vous voulez, avec des actes concrets, surtout des actes qui vont épargner les vies civiles. Votre troisième question, toute transparence, je n'ai aucun commentaire à faire. Vous voyez vous-même que la diplomatie congolaise est un chantier, j'ai les mains pleines et j'ai encore beaucoup à faire au niveau de la diplomatie, une équipe merveilleuse avec laquelle j'ai le plaisir de travailler et je suis pleine d'ambition pour continuer notre travail au niveau de la diplomatie, tout comme tout le monde est en train de contribuer au niveau du gouvernement, que ce soit les autres ministres, notre chef du gouvernement, la première ministre et notre chef de l'État. Nous sommes dans une logique de mobilisation complète et absolue au service de la population congolaise face à une agression. Et je ne pense pas que ce soit le moment d'être distrait par des calculs politiques. Et je ne vois pas non plus ce genre de calcul se faire à un niveau quelconque. La ministre d'État, ma question ou mes questions sont celles-ci. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que la mission d'établissement des faits promis par le Conseil des droits de l'homme viendrait pour ce qui s'est passé à Goma? Est-ce que vous avez une idée sur la perception actuelle du Conseil de sécurité sur l'attitude du Rwanda qui a tiré sur les militaires sur les casques bleus? Et ma toute dernière question est de savoir, est-ce que le gouvernement de la République ou la République démocratique du Congo est surprise par l'annonce de l'Angola sur les négociations directes, ou soit c'est la gestion de l'opinion? Très bien. Alors, la première question... Est-ce que le gouvernement de la République ou la République démocratique du Congo est surprise par l'annonce de l'Angola sur les négociations directes, ou soit c'est la gestion de l'opinion? Très bien. Alors, la première question sur la mission d'enquête internationale qui devra être dispatchée par le Conseil des droits de l'homme. J'avoue que je n'ai pas le calendrier en tête, mais je sais qu'il y a déjà eu une première mission qui est venue justement pour établir les modalités de travail et pour faciliter le déploiement. Si je ne me trompe pas, cette commission est supposée faire rapport au Conseil des droits de l'homme à sa prochaine grande réunion qui est prévue en juin.
Donc nous sommes déjà en mi-mars. Je pense que c'est quelque chose d'imminent. Et nous avons reçu évidemment avec beaucoup de satisfaction cette décision du Conseil des droits humains. Mais en même temps, je veux quand même insister sur notre message, que ce soit à l'interne ou à nos collègues à l'international, c'est que nous déplorons le fait qu'il y ait lieu d'avoir une telle mission. Nous devrions être tous épris par le souci et la motivation de prévenir les violences et ne pas les documenter. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté, nous continuons à insister sur les sanctions. Les sanctions ne sont pas uniquement rétroactives et punitives par rapport à ce qui s'est passé par le passé, mais elles ont aussi la capacité justement d'avoir une influence sur les décisions que les uns et les autres vont prendre et ainsi de réduire la possibilité de voir encore plus de violence. Nous devons nous concentrer sur plus de prévention de violations des droits humains et évidemment sortir, si vous voulez, de ce cycle éternel de constater et de documenter nos morts. Nous sommes dans une logique où nous ne voulons plus documenter nos morts. Nous ne voulons plus avoir à débattre sur si ce sont maintenant 10 ou 12 millions ou 6 millions de Congolais qui sont morts. Chaque vie fauchée est une vie en trop. Chaque rapport qui doit établir les circonstances dans lesquelles une femme a été violée est un rapport en trop. Et ce qui nous manque vraiment, c'est ce sens justement d'urgence et de prévention qui devrait nous informer, qui devrait informer toutes nos décisions et nos prises de position, que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo ou de nos partenaires internationaux. Parce que même là aussi, on en est conscient. On est conscient du fait que ça coûte beaucoup plus cher de venir en assistance quand le conflit a déjà commencé que quand il s'agit de prévenir le conflit. Et nous sommes en pleine cohérence, si vous voulez, avec tout ce qui est dit à l'international, mais malheureusement, ce qui est insuffisamment appliqué ou fait. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, je suis désolée, je n'ai pas de bloc-notes pour les noter toutes. J'ai parlé de l'attitude du Conseil de sécurité sur... Ah oui, tout à fait. Non, non, tout à fait, oui, oui. Donc, nous avons, on peut le dire comme ça, un avantage, entre guillemets, c'est que la République démocratique du Congo figure encore sur l'agenda du Conseil de sécurité, ce qui veut dire que, à travers la présence de la MONUSCO, il y a un rythme, une cadence obligatoire, si vous voulez, périodique, de rapport au Conseil de sécurité. Cela nous permet d'être sûr que le Conseil de sécurité va continuer à suivre la situation en République démocratique du Congo. Et dans le cas de la MONUSCO, la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, a, si je ne me trompe pas, le devoir de briefer le Conseil sur la situation à l'est de la République, ou en République démocratique du Congo en général, tous les 3 mois. Au-delà de cela, nous avons aussi le bureau de l'envoyé spécial qui, lui, a une couverture géographique plus large et qui, tous les 6 mois, doit aussi faire rapport au Conseil de sécurité. Ça nous permet d'être sûr que le Conseil de sécurité reste engagé et continue à suivre ce qui se passe en République démocratique du Congo. En même temps, cela ne veut pas dire que nous sommes complaisants. Encore une fois, quand vous voyez en janvier que nous avons eu une succession de réunions du Conseil de sécurité, notre argument était c'est une urgence. Nous n'allons pas attendre un calendrier de 3-4 mois pour parler d'une situation urgente. Et donc nous nous réservons évidemment en tant que diplomatie congolaise toujours le droit et le devoir d'activer et de mobiliser le Conseil de sécurité si en dehors de ce... si vous voulez, de cette cadence ou de ces rencontres périodiques, il y a des urgences qui requièrent une action et une prise de position du Conseil plus rapidement. Donc nous sommes dans cette logique. Si je ne me trompe pas, Madame Bintou Keïta va briefer le Conseil le 27, donc dans moins d'une semaine. Et je pense que là, nous allons aussi avoir l'occasion d'entendre les 15 membres du Conseil de sécurité se prononcer sur ce qu'ils ont observé depuis l'adoption de la résolution 2773. Et quelques semaines plus tard, il y aura aussi l'envoyé spécial du secrétaire général. Donc je pense que déjà, d'un point de vue de sa bureaucratie, si vous voulez, le Conseil de sécurité est poussé à suivre de près quand même ce qui se passe en République démocratique du Congo. La troisième question. C'est que est-ce que le gouvernement de la République était surpris des échanges directs entre la M23 et l'Angola, le gouvernement annoncé par Rwanda, ou en fait c'est la gestion de l'opinion?
Alors, je le disais déjà en réponse à la première question que j'ai reçue de votre confrère. Nous étions dans une logique, et nous sommes encore malheureusement un peu dans une logique d'engagement, de promesses, de réitération de la bonne foi des uns et des autres, mais pas nécessairement d'action concrète. Nous sommes aussi dans une logique du processus de Luanda et du processus de Nairobi, deux processus auxquels le président Félix-Antoine Tshisekedi a toujours réitéré son entière et pleine confiance. Et donc, l'initiative du président angolais était, si vous voulez, une sorte d'électrochoc, si vous voulez, pour provoquer une rencontre et pour provoquer la reprise de ces discussions qui semblaient un peu prendre trop de temps, vu aussi la détérioration de la situation sur place. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui a été dit à qui et à quel moment, mais soyez-en sûrs, un médiateur tel que le président Lorenzo entretient toujours d'étroits contacts avec ses pairs et surtout avec... Et rédacteur en chef adjoint de Congo Profond. J'ai trois petites questions à poser à son Excellence Madame la Ministre d'État. La première, c'est que votre arrivée au ministère des Affaires étrangères correspond plus ou moins, du point de vue des observateurs et de nous qui sommes des journalistes, à une sorte de brisement d'un certain isolement diplomatique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait personnellement et qu'est-ce que le ministère a pu faire pour, sans manquer du respect à vos nombreux prédécesseurs, pour qu'on ait cette impression-là? On a actuellement une impression que sur les plans des affaires étrangères, sur les plans diplomatiques, il y a quand même quelque chose qui bouge. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui a été accompli des différents pour qu'on puisse aborder ces petits virages? La deuxième question, c'est en rapport avec la construction de notre image en tant que nation à l'international. On a eu l'impression à un certain moment que la RDC n'était plus conjuguée que sur le mode du dérèglement. Lorsqu'on parle de notre pays, on ne parle que des tueries, des détournements, des guerres. Mais nous qui travaillons aussi à l'international avons besoin d'avoir une image positive pour pouvoir nous permettre, par exemple dans le monde de la recherche, c'est très compliqué pour un Congolais de percer au-delà des talents personnels tant que l'image globale donne cette impression-là. C'est quand même important cette interaction-là. La dernière question, c'est en rapport avec le monde des médias. Nous avons une impression de ne pas vous avoir, vous, en tant qu'interlocutrice privilégiée. C'est vrai que vous voyagez beaucoup, mais la presse ne suit pas souvent. Et c'est une requête que nous avions essayé d'introduire auprès de vos collaborateurs pour que vous ayez au moins, pendant les déplacements, à avoir certains membres de la presse pour que nous ayons la primaire de certaines informations. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. La première, par rapport... Pour que vous ayez au moins, pendant les déplacements, à avoir certains membres de la presse pour que nous ayons la primaire de certaines informations. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. La première, par rapport à l'isolement diplomatique, comme je le disais avant, hein, en République démocratique du Congo, on vit certains événements et on les compare avec le passé, avec des événements qu'il y a eu peut-être 10 ou 15 ans plus tôt. Et on a parfois la tentation de dire c'est exactement la même chose. Et je pense que l'histoire a toujours ses petites nuances. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi moi je suis venue à ce moment spécifique de l'histoire de notre pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué, si vous voulez, au fait que, si vous voulez l'appeler un isolement diplomatique, mais disons plutôt la perception de notre crise a reçu un plus grand écho que ce n'était le cas par le passé. Il ne faudrait pas isoler, par exemple, la situation en République démocratique du Congo d'autres crises globales, d'autres crises aussi au niveau du multilatéralisme. Donc je pense que nous faisons aussi partie d'un ensemble, si vous voulez, de plusieurs dynamiques globales et qui ont peut-être suscité un plus grand intérêt au niveau de la République démocratique du Congo. Je pense que chacun de mes prédécesseurs a accompli ses tâches avec dévouement et avec abnégation, raison pour laquelle j'ai hérité d'un ministère qui, quand je suis venue à la tête de ce ministère et j'ai dit on doit continuer à travailler, à continuer de travailler comme si de rien n'était.
Et donc, c'est avec cette même équipe que nous avons atteint ces résultats. Juste pour dire que nous sommes en mesure de faire face aux défis de l'histoire et peut-être qu'il y avait une réaction différente parce que nous avons reconnu que le défi auquel nous faisions face était plus grand, était plus robuste et était plus déterminé que ça n'avait été le cas par le passé. Je ne peux qu'être reconnaissante d'avoir l'équipe que j'ai et qui nous a aidés justement à continuer à faire ce travail. En tant que ministre des Affaires étrangères, et je pense que ça rejoint votre dernière question, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de frontières, et donc nous allons partout et nous portons partout la voix de la République démocratique du Congo et en particulier de nos compatriotes à l'Est qui sont en train de vivre dans des conditions inacceptables. Et je pense que nos efforts s'inscrivent dans la continuité des efforts qui ont été menés avant nous, mais aussi dans la continuité et dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État et de la chef du gouvernement. Et je ne pense pas qu'il y ait une formule magique. Et s'il y en avait une, je ne la révélerai pas ici parce que je suis sûre qu'il y a d'autres qui voudraient peut-être s'en inspirer. Donc ce n'est que le travail et le patriotisme et je pense que ça a toujours été le cas. Et l'histoire a peut-être voulu que maintenant le spotlight soit un peu plus sur nous que ça n'était le cas par avant. Nous allons continuer à travailler, qu'il y ait l'attention du monde sur nous ou pas. Si elle n'est pas là, nous allons la chercher et je pense que ça a toujours été le cas en République démocratique du Congo. La construction de notre image à l'international, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que nous sommes dans une situation, pour moi, que je n'ai pas vu venir de la sorte en tant que ministre des Affaires étrangères quand j'avais été nommée. Je pense que j'avais d'autres ambitions, justement, redorer l'image de notre pays à l'international, présenter la République démocratique du Congo pour tout ce qu'elle est aussi au-delà du conflit. Nous ne nions jamais et nous n'occultons jamais le conflit parce que ce sont nos confrères et consoeurs qui sont en train de le souffrir. C'est notre première responsabilité. Mais en même temps, j'aurais voulu, en tant que ministre des Affaires étrangères, pouvoir me concentrer plutôt sur les opportunités de la République démocratique du Congo, sur la richesse de la République démocratique du Congo, sur la culture, sur notre potentiel, sur notre hospitalité, sur notre joie de vivre, tout cela qui rend notre pays le partenaire idéal pour tant de défis auxquels le monde fait face. Donc je comprends tout à fait le souci aussi qu'éprouvent beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de travailler et qui n'ont pas nécessairement le backing ou l'appui, si vous voulez, d'un pays dont on parle malheureusement encore souvent uniquement sous le prisme ou à travers le prisme du conflit. Mais cela fait partie aussi de nos efforts en tant que diplomatie et justement c'est aussi une partie du message que nous donnons à tous nos partenaires potentiels et partenaires existants, c'est de dire nous avons la première responsabilité évidemment de nous pencher sur la situation à l'est du pays et d'y trouver une solution le plus vite possible, mais en même temps nous avons aussi beaucoup d'opportunités à offrir dans d'autres parties du pays et donc ce qui peut se faire maintenant à l'ouest, au nord, au sud de la République démocratique du Congo, nous espérons pourra aussi bientôt se faire aussi à l'est. Et donc nous sommes en train de travailler évidemment sur une meilleure perception de la République démocratique du Congo. Pas un pays qui est dans un cycle éternel du conflit, mais un pays qui est en train justement de briser ce cycle et qui est en train de prendre avec beaucoup de confiance et de détermination tout le potentiel qui nous a été donné par le bon Dieu. La troisième question sur le monde des médias, bon, je dois vous dire en toute transparence que la tâche n'est pas facile. Si vous vous plaignez, vous devriez écouter mon équipe de communication qui se plaint encore plus parce que je dois le dire en toute transparence, je suis encore un peu timide et donc je n'ai pas toujours l'habitude d'interagir avec les médias et je sais que c'est quelque chose sur lequel on devra travailler davantage et nous allons voir évidemment, nous sommes toujours ouverts à toutes les suggestions constructives et nous allons voir comment améliorer cela par le passé, dans l'avenir. Et je pense que ce format est aussi un premier effort, une première tentative, j'espère qu'il vous plaît, pour justement briser un peu cette distance et avoir une interaction plus fréquente. Mais nous prenons bonne note de votre recommandation et je pense que vous avez
profiter et poser 3 questions comme les autres. Première question, c'est par rapport à l'interview que vous avez donnée à la ZDF, média allemande, il y a environ 2 semaines. Vous avez dit que ce n'est pas une bonne idée de négocier directement avec les rebelles des M23, ça les donne plus de pouvoir, ça les met au niveau dans l'État, et voilà. Qu'est-ce qui s'est arrivé exactement pour que la RDC a changé son avis? Parce que c'est qu'on a vu, il y a une équipe qui est allée à Luanda pour négocier avec eux directement. Première question. Deuxième question. Le ministre des Affaires étrangères de Luanda, Antonio Tete, lui, il disait qu'il était surpris par la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Doha. Il disait qu'au problème africain, des solutions africaines. Et il semble qu'il n'était pas trop content avec ce qui s'est passé. Est-ce que vous mettez, est-ce que cette visite du chef de l'État, les procès de Doha, est-ce que ça met vos efforts à Luanda en risque? Et la troisième question, c'est par rapport au ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Lui-même, il disait dans une interview avec la Deutsche Welle il y a quelques jours, il y a des divisions au sein de l'Union européenne par rapport au accord entre l'Union européenne et le Rwanda, cet accord par rapport aux minerais stratégiques. Et les pays ont des avis différents. Quelques-uns veulent la suspension, d'autres pas. Comment vous voyez ça, ces divisions, comment vous les expliquez? Merci. Merci beaucoup. En effet, nous avons... Comment vous voyez ça, ces divisions, comment vous les expliquez? Merci. Merci beaucoup. En effet, nous avons très longtemps maintenu que interagir ou que des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative, cette invitation aux différentes parties de se rencontrer et de discuter. Je pense que ce qui est important, c'est encore une fois le contexte un peu plus large dans lequel tout cela s'est passé. Une série d'engagements, de promesses de cessez-le-feu qui ne se sont pas matérialisées. Et encore une fois, du côté de la République démocratique du Congo, la détermination de mettre une cessation le plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Et donc, la décision de la République démocratique du Congo de participer à une éventuelle rencontre, elle n'était pas juste une promesse dite, mais aussi une promesse tenue. Nous avons regretté le fait que le M23 n'ait pas pu ou voulu répondre de manière favorable à cette invitation. Et je pense que cela montre encore une fois qu'un conflit évolue. C'est tout à fait normal, un conflit évolue dans son intensité, dans son envergure, dans ses acteurs aussi, dans la posture des acteurs différents. Et nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles. Et donc, il est difficile de prévoir, si vous voulez, comment un conflit évolue. Nous étions quelque part de tout à fait différents en décembre, quand nous nous apprêtions à signer l'accord avec le Rwanda. Et maintenant, quelques mois plus tard, évidemment, il y a eu une évolution. Mais malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même pour nous et surtout pour le président de la République. C'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises. Et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela doit s'inscrire dans cette logique. Il serait regrettable d'avoir un gouvernement ou des responsables qui n'arrivent pas à contextualiser une situation en fonction de son évolution. Et je pense que nous sommes justement dans cette logique de suivre comment les choses avancent et
de nous repositionner quand et s'il le faut. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. Le deuxième point, par rapport à les solutions africaines, bon, comme je l'ai dit, la rencontre de Doha n'est pas venue se supplanter, si vous voulez, aux efforts qui étaient en cours, mais plutôt s'inscrire dans une logique d'accompagnement à ces efforts, et elle doit être perçue de cette manière. Je ne pense pas qu'il s'agissait de créer une nouvelle solution. La voie des solutions africaines, nous la privilégions, nous continuons à la privilégier. Évidemment, nous tenons aussi un langage parfois assez robuste à l'égard de nos frères et sœurs africains quand il s'agit de solutions africaines, parce que nous ne voulons pas que sous le prétexte d'une solution africaine, des questions parfois épineuses ou des vérités ne soient pas dites. Et donc, certes, des solutions africaines, mais aussi de solutions courageuses et je pense aussi en harmonie avec nos valeurs africaines, à savoir les valeurs qui privilégient la protection des vies civiles et surtout des vies innocentes. Donc, nous ne pouvons pas réconcilier, si vous voulez, une notion de solutions africaines quand ces soi-disant solutions attendent de nous, par exemple, de ne pas saisir chaque opportunité qui se présente pour avoir une avancée et pour avoir des percées vers une paix et vers la préservation des vies civiles. Mais encore une fois, le communiqué de la rencontre de Luanda s'inscrit aussi pleinement dans cette logique d'appuyer, le communiqué, excusez-moi, de la réunion de Doha s'inscrit pleinement dans cette logique d'appuyer le processus de Luanda, tout comme c'était le cas aussi avec la résolution 2773. Et la dernière question par rapport aux déclarations du ministre Prévost de la Belgique, par rapport aux divisions qui règnent au niveau de l'Union européenne, par rapport au MOU avec le Rwanda, je trouve que c'est tout à fait normal. Dans tout contexte qui se veut démocratique, et vous le voyez vous-même en République démocratique du Congo, on peut vouloir une chose, mais avoir des notions tout à fait divergentes de comment atteindre cet objectif. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du Parlement européen, et même au niveau de l'Union européenne, nous avons vu des prises de position très claires en faveur de principes inébranlable du droit international. Le respect absolu de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de notre souveraineté, de la vie humaine, de la dignité humaine. Je pense que même si au niveau des pays de l'Union européenne, il y a des vues différentes sur comment atteindre ou préserver ces principes-là ne sont pas remis en question dans le cas de la République démocratique du Congo. Ces principes sont des principes que tous les pays réitèrent, que ce soit en République démocratique du Congo ou dans le contexte d'autres crises que nous sommes en train de voir globalement. Donc, c'est tout à fait normal. Dans un contexte qui se veut démocratique, je sais que pour certains pays de la région, de la sous-région, la notion du débat ouvert ou même des avis qui sont différents n'est pas vraiment répandue, mais je pense qu'on le voit en République démocratique du Congo. J'espère croire que toutes nos forces politiques sont animées du même souhait de préserver notre pays, mais que nous avons parfois des notions différentes de comment cela doit se faire. Et je pense que c'est la même chose au niveau de l'Union européenne. Les soucis, les principes sont les mêmes, mais il y a peut-être une lecture divergente de comment atteindre ces objectifs. De notre côté, nous avons toujours signifié notre disponibilité d'engager des conversations très franches et constructives avec tous nos partenaires, y compris ceux de l'Union européenne, pour leur faire mieux comprendre notre position et comment nous pensons que ces principes peuvent être mieux sauvegardés et défendus. Et nous allons continuer à être disponibles et nous faire entendre quand nous pensons que c'est le plus pertinent pour informer des décisions importantes. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre 3 dernières questions parce que le temps court derrière nous. Congo FM. Oui, alors 3 questions, puisque c'est la règle maintenant. Ah bon, non, je ne pense pas. Si vous voulez en poser seulement une, je serais contente. Alors, quand j'en ai quand même 3, je vais essayer. Les combats continuent, le Rwanda est toujours présent. Oui. À l'ONU et à l'Union européenne, sanctions ont déjà été prises. En attendez-vous de nouvelles? Ça, c'est ma première question. Sanctions ont déjà été prises à l'ONU et à l'Union européenne. Est-ce que vous en attendez de nouvelles? Le 27 mars prochain, vous l'avez annoncé, il y aura un briefing. Madame Keïta est déjà d'ailleurs à New York. La MONUSCO qui commençait à plier bagages, elle n'est plus présente. Elle avait auparavant 2000 hommes au sud Kivu. Depuis le 30 juin,
le gouvernement demande-t-il toujours son départ ou, comme il semble se dire, elle demande plutôt un redéploiement des casques bleus dans cette province? Et puis, dernière question, je voudrais qu'on parle aussi de la situation des diplomates. Nous avons récemment reçu à Ottawa l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur au Canada, Josika Bongongoy. Il se dit, lui, très satisfait, l'émission a tourné. Il a annoncé paiement d'avance des loyers d'ailleurs, mais ailleurs on s'en étonne. Peut-on savoir de votre bouche quelle est la situation des représentants de la République démocratique du Congo à l'étranger en ces temps de tourment pour la République? Voilà, merci. Parfait. Alors, est-ce que nous attendons de nouvelles sanctions? Mais ailleurs on s'en étonne. Je pense que... Peut-on savoir de votre bouche quelle est la situation des représentants de la République démocratique du Congo à l'étranger en ces temps de tourment pour la République? Voilà. Parfait. Alors, est-ce que nous attendons de nouvelles sanctions? Bon, je pense que les sanctions, comme je le disais, peuvent avoir deux rôles ou deux fonctions. Elles peuvent être rétroactives par rapport à ce qui s'est déjà passé, et donc une sanction, excusez-moi, désolé, une sanction un peu comme une punition, si on veut le dire comme ça, mais elles peuvent aussi être anticipatives par rapport à la posture des uns et des autres, et donc avoir un rôle de prévention. Nous sommes dans une logique où je comprends tout à fait que beaucoup de pays, beaucoup d'institutions étaient un peu hésitantes même de passer aux sanctions. Je pense que le premier round de sanctions que nous avons vu ont déjà eu des répercussions. Encore une fois, nous devons être... je regarde parfois un peu les réseaux sociaux et toutes les spéculations qu'il y a, et nous devons être très sensibles aussi à la manière dont l'information est présentée, ou elle est présentée d'une autre manière, la réalité est présentée d'une autre manière, et tout cela fait partie aussi de la dynamique du conflit. Même si on a parfois l'impression que certaines façades restent tout aussi reluisantes que ce n'était le cas il y a peut-être quelques mois, avec un peu de curiosité, avec un peu de réflexion aussi sur l'économie de certains pays et la dépendance de certains pays, les sources de revenus de certains pays, le fait que certains pays utilisent une large partie, voire 80% de leur PIB pour payer leurs dettes externes. Je pense que tout cela devrait nous mener à une conclusion quand même assez facile, que toute sanction a une répercussion. Et donc, même si nous avons face à nous un narratif qui semble frôler la nonchalance par rapport à ces sanctions, je pense qu'elles ont des répercussions et elles sont senties. Maintenant, évidemment, les sanctions doivent aussi être mesurées, et nous, en République démocratique du Congo, c'était une des priorités que je m'étais fixée en tant que ministre des Affaires étrangères, c'était de ne pas parler juste de sanctions, c'était de ne pas juste exiger des sanctions comme ça et balancer le mot, si vous voulez, de manière un peu flippante. Non. Nous avons été très spécifiques et précis au niveau du Conseil de sécurité par rapport à nos sanctions et par rapport à ce que nous attendions. Nous avons demandé 5 choses au niveau du Conseil de sécurité. Le retrait immédiat des forces armées rwandaises de la République démocratique du Congo. Un gel sur les exportations des minerais exploités de manière illicite en République démocratique du Congo et exportés par le Rwanda. Ensuite, nous avons parlé du rôle du Rwanda dans les missions de maintien de la paix, et le fait que ce rôle était incompatible, si vous voulez, avec les actions et les actes posés par les forces armées rwandaises en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la traçabilité des armes par rapport à celles qui sont achetées ou vendues au Rwanda et qui se retrouvent peut-être en République démocratique du Congo, et donc l'obligation d'avoir une meilleure traçabilité. Et cinquièmement, nous avons parlé de sanctions justement, mais de sanctions surtout ciblant les individus qui faisaient partie de la chaîne de commandement. Et je pense que nous avons fait quand même une avancée importante, tenant compte de la résolution du Conseil de sécurité qui justement exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises, chose qui jusqu'à présent n'avait jamais dit de manière aussi explicite. Nous sommes satisfaits de voir qu'il y a eu une sanction, pas seulement contre des individus qui font partie de la chaîne de commandement, nous avons salué cela, donc ça c'était
une deuxième de nos demandes qui a reçu un écho favorable. Et troisièmement aussi une sanction par rapport à une entité commerciale qui est impliquée justement dans l'exploitation et la vente de minerais. Donc je dois dire que de 5 de nos demandes, 3 ont reçu un écho favorable. Nous allons continuer à travailler sur le reste, évidemment, mais je comprends aussi tout à fait qu'il y ait besoin d'un recul, parce qu'on ne peut pas toujours attaquer et ne pas donner à l'autre partie, si vous voulez, l'occasion de faire preuve, si vous voulez, d'une prise de conscience. La question de Walikale, de la déclaration du M23 par rapport à son retrait de Walikale a été posée, et ma réaction est la même. Nous allons voir maintenant comment cela va se traduire dans des actes concrets. Donc je pense que par rapport aux sanctions, nous restons dans une même logique aussi de devoir observer les choses. Et les sanctions, on ne peut pas juste les appliquer de manière complète et totale dans un seul coup. Ce sont des choses qui vont en crescendo. Et donc, en fonction aussi de la réalité, comment les choses évoluent, nous allons voir comment ajuster, peaufiner ou rendre notre plaidoyer sur et pour des sanctions plus robustes si besoin en est. Nous sommes de l'avis que la pression doit demeurer parce que nous savons que la pression a des répercussions et a un impact sur la posture des uns et des autres. La question de la MONUSCO, des perspectives par rapport à la MONUSCO, j'ai toujours été claire par rapport au départ de la MONUSCO. Même quand nous étions dans une situation moins tendue d'un point de vue sécuritaire que l'actuel, je me souviens même que c'était au niveau des studios de Top Congo que nous avons aussi débattu sur la question. Ma position a toujours été que la MONUSCO, si elle quitte, elle doit quitter, ou quand elle quitte, elle doit quitter quand nous sommes en mesure justement de gérer cette transition et d'assurer la sécurité et le bien-être de nos populations. Raison pour laquelle, quand nous étions dans la logique du départ de la MONUSCO du Nord Kivu et de l'Ituri, nous avons insisté sur un départ conditionnel et donc un départ qui allait nous permettre d'identifier les zones spécifiques où la MONUSCO pouvait se retirer au lieu de procéder à un départ par province comme c'était initialement le cas. Vous vous souviendrez qu'initialement il s'agissait de d'abord Sud Kivu, ensuite Nord Kivu, ensuite Ituri, et donc c'était un peu la séquence un peu figée qu'il y avait et dont nous avons hérité. Nous avons dit non, il faut que la MONUSCO quitte quand elle peut quitter. Et donc s'il y a des parties du Nord Kivu où elle peut déjà quitter ou des parties de l'Ituri, elle devrait le faire et se concentrer là où le besoin est le plus grand pour que nous puissions avancer de manière progressive. Nous restons dans cette logique, mais évidemment, encore une fois, même à l'époque, quand nous parlions d'un départ conditionnel, encore une fois, le départ conditionnel veut justement une analyse du contexte et une analyse et une compréhension du contexte et des risques auxquels nous faisons face. Et la situation dans laquelle nous sommes maintenant, évidemment, n'est certainement pas idéale, elle n'est certainement pas celle que nous voulions avoir quand nous nous sommes projetés, mais elle doit être, nous devons en tenir compte, et donc le positionnement de la MONUSCO doit figurer dans cette nouvelle constellation. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au Sud Kivu? Je comprends, il y a beaucoup d'interrogations parce que la MONUSCO a en effet quitté le Sud Kivu, mais en même temps, nous nous trouvons dans une logique de la résolution 2773, une logique qui veut aussi l'imposition d'un cessez-le-feu et qui veut évidemment le monitoring et le suivi de ce cessez-le-feu. Nous pensons que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans le terme du mandat et dans le terme de ce que les missions de maintien de la paix sont appelées à faire. Il est tout à fait normal de s'attendre à ce qu'une mission comme la MONUSCO, qui a un canal et une ligne, si vous voulez, hiérarchique directe avec le Conseil de sécurité, puisse aussi exercer ce genre de responsabilité, y compris au Sud Kivu, si besoin en est. Donc nous sommes encore dans une logique, si vous voulez, de réflexion pour voir où est-ce que la MONUSCO nous est la plus utile, tenant compte du changement assez dramatique, si vous voulez, de la situation et du contexte sécuritaire, mais aussi tenant compte de l'urgence que nous ressentons à ce qu'il y ait un suivi rapproché de ce cessez-le-feu. Je ne pense pas qu'il soit utile d'avoir un cessez-le-feu et de ne pas avoir les instruments nécessaires pour établir si ce cessez-le-feu est observé par toutes les parties ou s'il y a des violations. Et donc c'est là où la MONUSCO nous est certainement utile pour établir ce genre de vérité, mais aussi pour en faire rapport au Conseil de sécurité, comme j'en ai parlé avant, dans des intervalles assez réguliers et fréquents. La troisième question, la situation de nos diplomates. Je pense que vous avez raté la toute première question qui m'a été posée à ce même sujet. Et
Je pense qu'il y a des avancées qui sont faites. Il y a des avancées qui sont faites. Il y a aussi beaucoup plus d'efforts pour répondre de manière plus rapide aux besoins qui sont exprimés de part et d'autre. Mais personnellement, en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis encore insatisfaite du fait que justement, il y a des avancées dans certains cas et il y a toujours des irrégularités qui surviennent. Et donc, certes, au Canada, ils sont satisfaits, mais je peux vous dire que de 2 ou 3 autres entretiens que j'ai eus, je sais qu'il y a des ambassadeurs et des ambassades qui disent oui, mais de notre côté, ça n'est pas encore arrivé. Donc, nous sommes malheureusement encore dans une logique de diagnostic pour mieux comprendre où est-ce que cela bloque. Pourquoi est-ce que quand on donne une instruction, elle se matérialise partout, sauf à 2-3 endroits. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on donne une instruction, c'est toujours 2-3 autres endroits qui ne sont pas les mêmes que la dernière fois. Donc on est un peu dans cette logique d'essayer d'identifier un peu où sont ces situations où la machine bloque parfois, malgré les efforts que nous fournissons pour qu'elle soit réactivée. Donc une partie, c'est d'avoir un meilleur diagnostic. Contre des hauts responsables du M23, quel est le commentaire que vous en faites en tant que chef de la diplomatie congolaise? La déclaration des diplomates francophones en République démocratique du Congo pour soutenir la RDC contre cette guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Quel est aussi votre point de vue là-dessus? Et si vous pouvez en même temps répondre à l'opinion aussi nationale qui pense que jusqu'aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie de la communauté internationale envers la République démocratique du Congo face à cette situation que nous vivons. Est-ce que c'est aussi votre avis que de parler d'une hypocrisie encore aujourd'hui de la communauté internationale par rapport à la situation congolaise? Toujours aussi percutante dans vos interventions, Madame la Ministre. Lors de votre intervention il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies, vous avez prononcé une phrase, vous dites « c'est maintenant l'heure de prendre des décisions ou sinon des sanctions ou sinon la rue va s'imposer ». S'agissait-il d'une pression? Quelle était l'idée cachée derrière cette phrase? Merci. Alors, Doha 1, Doha 2, écoutez, je ne verse jamais dans l'aspect. La rue va s'imposer. S'agissait-il d'une pression? Quelle était l'idée cachée derrière cette phrase? Merci. Alors, Doha 1, Doha 2, écoutez, bon, je ne verse jamais dans la spéculation, en toute transparence. Je pense que ce qui est important, c'est le signal fort qui a été lancé. Et le fait, encore une fois, que la République démocratique du Congo reste mobilisée dans la quête de solutions durables à cette crise qui a duré trop longtemps. Je pense que vous avez vu les derniers mois que nous avons été à toutes les tribunes qui ont bien voulu nous accueillir et nous recevoir pour plaider la cause de la République démocratique du Congo et parler du conflit de manière à ce qu'il puisse interpeller les consciences des uns et des autres. Et je pense que Doha s'inscrit dans cette logique aussi d'appuyer les efforts qui sont en cours, les efforts très importants et les efforts principaux qui sont en cours dans le cadre du processus de Luanda. Donc je ne vais pas verser dans une spéculation sur la possibilité d'une autre rencontre. Encore une fois, c'est aussi un contexte extrêmement dynamique, avec des prises d'opposition des uns et des autres qui parfois surprennent certains. Nous avons parlé du communiqué du M23 par rapport à sa posture à Walikale. Je ne sais pas si pour certains c'était quelque chose de surprenant, mais vous voyez que le contexte évolue, donc il est difficile et il n'est pas nécessairement conseillé aussi de spéculer trop dans un tel contexte dynamique. Les sanctions des États-Unis d'Amérique par rapport, quelle est notre perception, quel est notre commentaire? Encore une fois, cela fait partie du plaidoyer que nous avons mené. Nous avons mené un plaidoyer axé sur 5 points que nous avons réitérés à plusieurs reprises, pas seulement à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi dans nos interactions directes avec nos différents partenaires. Et le point de la responsabilité des preneurs de décision, il est extrêmement important parce que il ne s'agit pas de circonstances qui se manifestent ou qui se réalisent de manière comment dire, spontanée
ou par hasard. Il y a préméditation, il y a planification, il y a des ressources qui sont mobilisées, il y a des décisions qui sont prises. Donc, quand nous parlons de sanctions, nous parlons aussi de la responsabilité des uns et des autres à justement aussi respecter le droit international. Et donc, nous saluons le fait qu'il y ait eu des sanctions individuelles, mais aussi des sanctions qui ont ciblé des entités commerciales, parce qu'il est important justement d'avoir une approche nuancée qui prend en compte où les décisions sont prises et quels sont les leviers différents. Donc je pense que c'est quelque chose de positif à notre avis, et nous espérons évidemment que c'est quelque chose qui va avoir la réaction nécessaire, y compris par rapport à la posture des uns et des autres et aux décisions qui sont prises. La déclaration des diplomates francophones, en fait, la déclaration, je la trouvais très, très positive et très louable, surtout parce que dans un contexte de tensions, tensions qui sont parfois perçues comme des tensions entre deux États, et qui le sont aussi parfois, la déclaration des diplomates francophones était importante parce qu'elle était axée surtout sur des principes, sur des valeurs qui vont bien au-delà de la République démocratique du Congo et bien au-delà du Rwanda. Et je pense que cela fait aussi partie de notre plaidoyer. Il ne s'agit pas d'une crise qui concerne uniquement la République démocratique du Congo, c'est une crise internationale. Ce sont des valeurs internationales qui sont violées, ce sont des principes internationaux qui sont bafoués. Et moi, je contextualise cette prise de position des diplomates francophones dans ce même contexte, donc une déclaration qui réitère leur attachement à ces valeurs et à ces principes qui sont en fait le socle de la cohabitation pacifique des nations civilisées. Bon, je sais que certains pensent qu'il faut attaquer ou taxer les uns et les autres d'hypocrisie. Vous savez, on s'en rend peut-être tous les jours compte, surtout quand on est ministre des Affaires étrangères, les relations entre États sont guidées par des intérêts. C'est une réalité, même si nous voudrions que ce soit des valeurs et des valeurs morales surtout et humaines qui guident nos interactions et nos relations, même dans un cadre beaucoup plus petit, quand vous regardez les dynamiques au niveau communautaire ou des dynamiques au niveau national même, elles sont très souvent guidées par des intérêts, et c'est la même chose au niveau des États. Donc, dire que certains sont hypocrites par rapport à la situation en République démocratique du Congo, moi je pense que c'est un peu une sorte de forfait, c'est un peu se dédouaner et dédouaner tout le monde de la responsabilité que nous avons. Encore une fois, moi j'ai toujours eu comme stratégie de me fonder sur les principes et sur les valeurs que nous avons tous épousées en tant que membres des Nations Unies et en tant que membres de cette communauté internationale. Et donc, moi, la question que je pose, c'est qu'en est-il de ces valeurs? Et si elles ne sont pas défendues, si ces principes ne sont pas défendus, je ne vais pas à l'attaque en disant que les uns ou les autres sont des hypocrites, mais plutôt avec de la curiosité pour comprendre pourquoi est-ce que vous prenez cette position et comment est-ce que vous m'expliquez qu'elle est quand même en conformité avec ces valeurs que nous semblons tous défendre et nous semblons tous apprécier. Et je pense que c'est à travers ce genre de dialogue qu'on comprend mieux la position des uns et des autres, et peut-être qu'on comprend mieux pourquoi notre plaidoyer n'a pas fonctionné et pourquoi notre plaidoyer n'a pas suscité peut-être les réactions que nous voulions. Donc le travail que nous faisons n'est pas un monologue, si vous voulez, ou ce n'est pas un discours qui va juste dans une direction, mais c'est plutôt la quête d'une conversation avec tous nos partenaires, une conversation vraiment animée par une curiosité sincère, comprendre pourquoi les uns ont une certaine position et ne sont pas prêts à la changer, et peut-être les faire changer d'avis si nous présentons notre réalité ou nos intérêts et nos préoccupations d'une autre manière et d'une manière peut-être qui va mieux les persuader. Merci pour la dernière question. Sur cette phrase qui a quand même retenu l'attention de tant de personnes, et je dois dire en toute transparence que je ne m'y attendais pas. Mais il faut se souvenir que je l'ai dit pendant qu'à Kinshasa, nous observions avec extrêmement de préoccupation, de regret et de consternation des attaques
brutale contre plusieurs missions diplomatiques, contre plusieurs bâtiments même, pour des raisons, pour certains inexplicables, pour moi qui s'expliquaient peut-être avec la frustration, la colère que beaucoup ont ressenti quand ils ont vu ce qui se passait à Goma. Et la phrase n'était pas une menace, mais elle était plutôt un appel. Je pense que quand on est appelé à siéger au Conseil de sécurité, et je m'adressais au Conseil de sécurité, on a une responsabilité, on a tout d'abord un privilège. C'est un privilège parce que nous avons près de 200 États membres des Nations Unies, mais ce ne sont pas tous ces pays qui siègent aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un privilège d'être membre du Conseil de sécurité et 5 de ces membres ont ce privilège permanent. Avec le privilège vient une responsabilité. Tout comme moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai certains privilèges, mais j'ai aussi une responsabilité extrêmement lourde. Et c'était un appel à toutes ces personnes, un rappel de nos responsabilités, de ne pas abandonner une population qui ne verrait que comme seule issue de se prendre en charge, d'attaquer et de descendre sur la rue parce que nous leur aurons failli. En tant que ministre des Affaires étrangères, je vous le dis toujours, je parle du droit international. J'insiste sur ce droit international parce que j'y crois. Mais à ce moment-là, il fallait prouver que ce droit existait encore. Parce que nous avions eu un avant-goût de ce qui pouvait se passer si ce droit international ne s'imposait pas et ne se défendait pas. Et c'était un appel à un sursaut au niveau du Conseil de sécurité, que chacun assume pleinement, qu'on ne jouisse pas seulement de nos privilèges, mais qu'on assume notre responsabilité. Et donc ce n'était pas un appel à la rue, ce n'était pas une menace, ce n'était certainement pas du hate speech comme un de mes homologues a essayé de le représenter, mais c'était une sonnette d'alarme. On n'a pas le droit à l'échec quand on a de telles responsabilités. On ne peut pas seulement jouir du privilège d'être membre du Conseil de sécurité et s'effacer quand il s'agit d'assumer la responsabilité. Et c'était un appel aux membres du Conseil de sécurité. Et encore une fois, nous le voyons en diplomatie, certaines choses prennent un peu de temps, mais quelques semaines plus tard, nous avons vu une prise de position plus robuste au niveau du Conseil de sécurité. Ce n'est certainement pas la réaction immédiate que certains attendent, mais nous nous en sommes réjouis et nous restons dans cette logique des choses. Nous en sommes à la dernière question. Oui, oui. Parce que je vois les collègues gesticuler derrière. Dernière question. J'étais trop longue dans mes réponses, excusez-moi. Non, c'est plutôt monsieur qui a levé sa main depuis. Alors, une question, une et c'est tout. question. On coupe la poire en deux. Alors, je vais aller brièvement, on a remarqué que finalement, après une déclaration du ministère, il y a on pense à que doit faire des efforts et des résolutions en ce sens-là. J'aimerais aussi, excusez-moi, aller un peu la synchro et les CC sur la RDC. Merci madame. Les démarches que vous savez, comment votre ministère perçoit ces démarches-là? Oui, Clément Momba pour le compte de Actualité.cd. Par rapport au processus SADC-EAC, nous avons appris que Kinshasa a émis des réserves par rapport à l'ancien Premier ministre éthiopien comme facilitateur. Est-ce que c'est vrai? Et sous question, est-ce qu'il y aura un 4e facilitateur en provenance de la SADC? Une précision par rapport à ce. Merci beaucoup. Alors, le cessez-le-feu, je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que c'est vrai? Et sous question, est-ce qu'il y aura un 4e facilitateur en provenance de la SADC? Une précision par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, le cessez-le-feu, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas juste après Doha, mais encore une fois, nous l'avons remarqué après plusieurs appels au cessez-le-feu. Ça remonte même au sommet d'Ar es Salaam.
Ensuite, nous avons eu le CPS de l'Union africaine, le Conseil de sécurité, plusieurs réunions, plusieurs appels, mais encore une fois, un décalage quand même et une dissonance entre ce qui est dit et ce qui se matérialise sur le terrain. Et justement, c'est pour cela que nous insistons aussi dans le cadre des rencontres de la SADC et de l'EAC sur un mécanisme rapide pour superviser l'entrée en vigueur et le respect de ce cessez-le-feu. Et il est tout à fait regrettable que cela prenne du temps, que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties. C'est la raison pour laquelle nous continuons tous les engagements. Je ne vais pas divulguer ce qui se fait aussi dans les coulisses pour motiver les uns et les autres à adhérer à ce cessez-le-feu, mais une fois entré en vigueur, et je pense qu'on est en train de voir des premiers signes que nous sommes dans la bonne direction, une fois entré en vigueur, évidemment, il est important pour toutes les parties prenantes, pas seulement pour la RDC, mais pour toutes les parties prenantes, d'avoir des acteurs qui soient en mesure, qui soient mandatés et en mesure justement de superviser le respect ou le non-respect de ce cessez-le-feu et d'établir les faits le cas échéant. Nous avions une configuration un peu similaire, si vous vous souvenez, dans le cadre du processus de Luanda, qui malheureusement n'a pas su décoller parce qu'il s'agissait du mécanisme de vérification ad hoc renforcé auquel 3 pays devaient envoyer des experts, la RDC, l'Angola et le Rwanda. Et là, nous avions eu quand même quelques tâtonnements. Donc évidemment, dans cette logique actuelle, la République démocratique du Congo est de l'avis que nous devons à tout prix avoir un mécanisme, mais surtout un mécanisme qui entre en vigueur rapidement. Nous n'avons pas le luxe du temps pour dire cela va nous prendre encore je ne sais combien de semaines pour que les experts soient déployés. Donc nous menons aussi ce plaidoyer avec tous nos partenaires qui sont épris du souci justement de voir une cessation des hostilités, que cela doit être accompagné par quelque chose qui nous permet d'avoir une mesurabilité, si vous voulez. La démarche de la CENCO, en toute transparence, je ne connais pas les termes de référence de la CENCO et je ne pense pas que nous ayons les mêmes termes de référence. J'espère et je pense que c'est en effet le souci justement de voir une cessation des hostilités. Je l'ai dit auparavant quand nous parlions des sanctions et des divergences au niveau de l'Union européenne et je pense que c'est un très bon exemple qui montre qu'on peut vouloir la même chose et considérer que certains moyens ou certains chemins sont les mieux indiqués. Je pense que la CENCO est encore dans sa tournée et dans sa logique de consultation aussi et de relayer son message à différentes parties prenantes et je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de transparence sur les conclusions de toutes ces consultations une fois cette tournée parachevée. Je vais quand même me permettre une parenthèse un peu personnelle, j'espère que je ne brise pas le protocole, mais tenant compte du fait aussi que pendant tout ce processus de paix auquel j'ai eu à participer et à représenter la République démocratique du Congo, j'étais toujours la seule et l'unique femme. Au processus de Luanda, j'étais toujours la seule femme. Dans la majorité des réunions que nous avons, il ne s'agit que, en fait, très souvent que d'hommes qui parlent entre eux et la ministre des Affaires étrangères de la RDC qui, par hasard, est une femme. Et je pense que la démarche de la CENCO est certainement motivée par une bonne volonté. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres voix, des forces vives, qui devraient être entendues. Et je pense aussi qu'on devrait réfléchir en tant que société congolaise sur le rôle, en particulier pendant ce mois de mars, le rôle des femmes dans la quête de la paix. Et je trouve cela un peu préoccupant qu'on ait un peu adopté en tant que société le réflexe de se tourner vers les confessions religieuses sans pour autant remettre en question le fait que ces confessions religieuses, de par leur structure, de par leur hiérarchie, de par leur manière de voir le monde, excluent systématiquement les femmes. Je n'ai pas vu de femmes dans la délégation de la CENCO et je trouve cela toujours regrettable. Nous sommes dans la quête de solutions, mais nous sommes dans la quête de solutions pour tous les Congolais et Congolaises. Quand plus de la population, plus de 50% de la population sont des femmes, je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette dynamique-là. Et c'est quelque chose qui devrait nous interpeller en tant que société par rapport à notre relation aussi avec les confessions religieuses et l'importance que nous leur donnons, qui leur revient évidemment, mais aussi peut-être l'espace que nous devrions créer
pour nous assurer que la quête de solution est une quête de solution qui est inclusive et pas une qui pense peut-être parfois aux femmes, mais qui n'inclut pas les femmes de manière systématique. À moins que les choses changent au Vatican dans les prochains, je ne sais pas, mais on ne va pas spéculer. Alors, SADC, EAC, le débat sur les facilitateurs, vous savez, il y a beaucoup de spéculations autour de la question des facilitateurs. Je ne vais pas me prononcer sur des noms qui auraient été proposés, qui auraient été rejetés par les uns ou par les autres. Nous pensons, en tant que République démocratique du Congo, qu'il est important d'avoir des critères clairs. Donc, quand nous parlons de co-facilitateurs, quels sont les critères pour ces co-facilitateurs? Nous devons nous assurer qu'il y ait une cohérence par rapport à ces critères. Et encore une fois, je reviens sur la question de la représentativité et de l'inclusivité. Nous pensons aussi que quand nous cherchons des co-facilitateurs pour une mission aussi noble et importante que la quête de la paix, nous devrions quand même nous assurer aussi que les voix des femmes ne soient pas juste le hasard, si vous voulez, de certaines circonstances. Je reviens aussi parce que hier j'étais à Windhoek pour l'inauguration ou la prestation de serment de la nouvelle présidente namibienne, qui a dit quelque chose de très important et j'espère pouvoir aussi m'inscrire dans cette logique. Elle dit qu'elle a été élue présidente pas parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle était compétente. Et donc, quand nous cherchons des co-facilitateurs, nous ne cherchons pas des co-facilitateurs femmes parce qu'il faut des femmes, mais parce que les femmes savent ce que cela veut dire chercher et obtenir la paix. Et parce que nous avons beaucoup de femmes expertes qui peuvent contribuer à ces efforts. Oui. Donc, nous insistons là-dessus, mais je ne vais pas pencher sur pourquoi il y a plus ou moins de facilitateurs. Je sais que ça suscite beaucoup de spéculations, mais vous allez devoir vous habituer au fait que je n'aime pas trop les spéculations et il y aura une décision et nous allons tous la prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir accepté cette première invitation, espérant que